Vous découvrirez dans les épisodes concernant la Nouvelle-France l'évolution historique de la région des Laurentides en parallèle avec les transformations mondiales. Bien sûr, lorsqu'on évoque cette période, l'image du coureur des bois nous vient rapidement à l'esprit. Mais ces derniers n'ont pas vraiment été présents dans la région, contrecarrés par le blocus des Iroquois sur la rivière des Outaouais. Sans doute, d'autres images de cette époque vous viennent-elles en tête? Dans cet épisode, nous nous concentrons sur la fondation du régime français en Amérique du Nord, sur son organisation, l'instauration de sa gouvernance et l'implantation des seigneuries. Les Autochtones accueillirent favorablement les Français et réussirent à bien coexister. Par contre, les Iroquois terrorisaient les colons car ils s'étaient alliés aux Hollandais et aux Anglais pour faire le commerce des fourrures. La Nouvelle-France fut d'abord une colonie comptoir sous la responsabilité de la Compagnie des Sangs Associés qui octroya 60 seigneuries. Le régime seigneurial fut instauré en 1627. La Compagnie des Sangs Associés préféra s'adonner au commerce plutôt que de s'occuper de colonisation. C'est ainsi que Louis XIV annula son contrat en 1663. Laissons l'historien Gilbert Desmarais raconter les débuts de la Nouvelle-France. Avec c'était le fun hier, le fêtian. Oh oui, ça valait la peine. J'adorais les guimauves. Hey Camille, savais-tu que c'est à Montréal que la colonisation de la région a vraiment commencé? Non? À l'école, est-ce que tu as entendu parler de Jacques Cartier? Oui. Ah, super. Tu sais que Jacques Cartier a fait 3 voyages pour venir ici. Oui. La première fois en 1534, il a rencontré le chef de Donnacona et il est retourné en France avec 2 de ses fils. L'année suivante, avec les fils de Donnacona, il a dépassé Stadacone, maintenant Québec, pour se rendre jusqu'à l'île de Montréal, où était le village d'Hochelaga. Et il est retourné en France rempli d'espoir des richesses du nouveau continent. Ça a pris plusieurs années après pour qu'il revienne avec un autre groupe, essayer de s'établir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Comment ça? Ah, à cause du climat, à cause de la difficulté de s'installer. C'était très difficile. Au niveau de l'alimentation aussi, il y avait eu le scorbut. Tu sais c'est quoi? Non. Le scorbut, c'est une maladie causée par des déficiences en vitamines. Heureusement, les Autochtones ont montré aux Blancs comment le soigner avec une tisane spéciale. Donc, ça a pris malheureusement 60 ans avant qu'un autre explorateur vienne ici. 60 ans? Oui, en effet. Connais-tu son nom? Non. Non? D'accord. C'est Champlain. Champlain, au début, il s'est rendu jusqu'en Acadie et après ça, il a continué à explorer la côte. Il s'est rendu, après ça, à Tadoussac, où il a établi une entente avec les nations autochtones qui étaient présentes. Il y avait des montagnais, des aides-chemins et des Algonquins. En s'alliant avec eux, il s'est allié automatiquement avec leurs alliés, les Hurons, mais aussi il s'est retrouvé ennemi de leurs ennemis héréditaires, les Iroquois. Malheureusement, ça a mené à une série de presque 100 ans de guerre contre les Iroquois jusqu'à la Grande Paix de 1701. Et les Iroquois, c'est comme les Iroquoiens? Oui, en fait, les Iroquois sont des Iroquoiens, comme les Hurons, les Pétuns, les Neutres, et les Iroquoiens du Saint-Laurent, ceux qui habitaient à Hochelaga, Stadacone. Ah, salut Zachary! Allô? Est-ce que tu savais qu'avant, il y avait juste des arbres ici? Ben oui, je sais. La ville de Montréal a été fondée ici, après celle de Québec, puis après celle de Trois-Rivières. En effet, 1608 pour Québec par Champlain et 1634 Trois-Rivières. En 1642, Montréal a été fondée par Maisonneuve et Jeanne-Mance. Contrairement aux autres explorateurs précédents, leur but n'était pas de venir chercher les ressources, mais de catholiciser les Indiens. C'était d'établir une mission sur l'île de Montréal dans le but de civiliser les sauvages en leur apportant la religion catholique. Ah! Malheureusement, ça a été assez difficile. À nouveau, l'hiver était rude, les conditions étaient difficiles, il n'y avait pas grand-chose, justement, au début sur l'île.
mais ils ont travaillé fort pour s'établir. Ça a été plus difficile que prévu, alors éventuellement, c'est les Sulpiciens qui ont repris la seigneurie de l'île de Montréal et qui sont demeurés les seigneurs de l'île pendant très longtemps. Beaucoup d'Autochtones se sont convertis, dont des Iroquois, et ils sont venus s'établir dans la région de Montréal. Maintenant, je comprends mieux. Exactement. Au début, dans le coin de la prairie, et puis certains sont restés pour créer Kahnawake, mais d'autres se sont établis sur l'île de Montréal avec les Sulpiciens, dans la mission de la montagne. Donc, les Sulpiciens étaient devenus les seigneurs de l'île de Montréal et, avec l'arrivée d'Autochtones convertis dans la région de Montréal, dont beaucoup d'Iroquois, ils ont essayé de trouver un endroit pour les installer. Au début, ils les ont installés près du Mont-Royal, à la mission de la montagne. Après ça, ils les ont déplacés un peu plus dans le nord, à Osso-Récollet. Mais les liens entre les Blancs et les Autochtones étaient difficiles à cause de l'alcoolisme et d'autres problèmes justement sociaux. Donc, les Sulpiciens ont acquis la seigneurie de montagne pour les déplacer maintenant dans cette région-là. Ok. L'année 1663 marque la reprise en main des affaires coloniales par Louis XIV et Colbert. Ils confièrent la réorganisation de la colonie à Jean Talon, qui devient le premier intendant de la Nouvelle-France. On va revenir au tout début de la colonisation de la vallée du Saint-Laurent dans le Grand Montréal. 1640, concession de la seigneurie à l'île de Montréal et à la seigneurie de Saint-Sulpice. 1641, attaque amérindienne à Trois-Rivières. Déjà, ça va pas bien. 1642, fondation de Montréal. On s'entend qu'à la fondation de Montréal, les Amérindiens, les Iroquois particulièrement qui sont dans le nord de l'État de New York, ne voient pas d'un bon œil du tout qu'on vienne établir une colonie française dans l'axe du Richelieu, du Saint-Laurent particulièrement, qui sont leurs routes de passage. Alors, au bout de quelques années, avant même que Montréal soit important, Ville-Marie est une toute petite bourgade de rien. Il y a une autre guerre, une guerre qui éclate avec les Iroquois. Cette guerre-là va durer jusqu'à temps qu'arrive un premier contingent du régiment de Carignan-Salière qui, par la force du nom, va imposer un traité de paix vers les années 1667. Je dis imposer un traité de paix parce que, évidemment, devant la force militaire française, les Iroquois n'auraient pas pu, d'après moi, aller en guerre longtemps. Alors, il y a un traité de paix, mais dans le fond, on ne règle pas le fond de la question. Alors, on va voir que ce traité de paix-là va tout le moins permettre le développement du Grand Montréal. 1300 soldats débarquèrent dans la colonie en juin 1665. Les soldats du régiment contribuèrent, par leur seule présence, à la prospérité du pays, menant à une paix relative qui dura une vingtaine d'années. Le régiment fut rappelé en France en 1668, mais environ 400 officiers et hommes de troupes choisirent de rester en Nouvelle-France pour s'installer, surtout le long de la rivière Richelieu. Avec les mesures mises en place par Jean Talon, la population augmenta considérablement sous sa gouverne, soit d'environ 5000 colons en 10 ans.
En 1671, 29 ans après sa fondation, Montréal dénombrait déjà 1500 habitants. Le traité de 1667 avait permis aux Français d'étendre les commerces dans le Nord, coupant l'accès aux Iroquois à de nouvelles sources de castors, et c'est dans le cadre d'un conflit entre les Français et les Britanniques que les Iroquois, encouragés par les autorités de New York, reprirent le sentier de la guerre. Le 16 octobre 1690, Frontenac et les habitants de Québec repoussèrent l'admiral Phipps et les Anglais après 3 jours de combats infructueux. On se souvient de cet événement par cette mémorable phrase retenue dans la culture populaire. « Je vous répondrai par la bouche de mes canons !» Suite à leur défaite, les Anglais ne montèrent plus d'autres attaques contre la colonie française. Plutôt, ils armèrent les Iroquois pour attaquer les Canadiens à leur place. Un fort groupe de guerriers iroquois semèrent la désolation dans toute la région de Montréal. On se souvient surtout du massacre de la Chine survenu en 1689. C'est avec les troupes de la marine, arrivées 20 ans après la pacification réalisée par le régime de Carignan-Salière, que l'on réussit à contrer les attaques iroquoises. Ainsi fut ratifié en juillet 1701 un traité à Montréal, établissant un partage des territoires de chasse et la neutralité dans les guerres entre les Britanniques et les Français. Les conflits qui existaient entre la France, les Pays-Bas, l'Espagne et la Grande-Bretagne s'étendirent rapidement jusqu'en Amérique du Nord, où éclatèrent 4 guerres intercoloniales opposant la Nouvelle-France et les 13 colonies américaines, alors sous la gouverne de la couronne britannique. Pour mettre fin à la guerre de succession au trône d'Espagne, afin que son petit-fils devienne le roi de l'Espagne, Louis XIV consentit d'importantes concessions territoriales. Il préféra perdre l'Acadie et la baie d'Hudson en signant le traité d'Utrecht en 1713. Il faut dire que Louis XIV n'a jamais eu la moindre vision d'un empire français en Amérique. Il ne voulait pas y investir beaucoup d'argent, puisque la Nouvelle-France ne l'enrichissait pas et de plus, elle était coupée du continent durant 6 mois de l'année. La colonie connaissait un faible taux de peuplement comparativement aux colonies américaines britanniques. Le climat y étant plus rigoureux, la saison des cultures relativement courte, l'insécurité face à l'hostilité des sauvages et la menace constante des Anglais de la Nouvelle-Angleterre n'incitaient pas les Français à émigrer en Nouvelle-France. Même si de nombreuses guerres sévissaient en Europe et malgré la pénurie de terre, les paysans et les petites gens préféraient vivre dans leur patelin.
se présentait en 5 divisions administratives distinctes. Le gouvernement de Québec, le gouvernement de Trois-Rivières, le gouvernement de Montréal, le gouvernement de la Louisiane et le gouvernement de l'Acadie jusqu'en 1713. Lors de sa création en 1644, le gouvernement de Montréal ne comptait qu'un seul établissement permanent, le Poste de Montréal. De grandes terres appelées seigneuries et attitrées furent configurées perpendiculairement au fleuve Saint-Laurent et à d'autres cours d'eau. Il faut savoir qu'à l'époque, le fleuve et ses affluents étaient les seules voies pratiques pour les déplacements. C'est à la suite de la signature du traité de Montréal que s'amorça formellement la colonisation des Laurentides. Mais son développement fut très lent, causé par l'inertie des premiers seigneurs à qui l'on avait octroyé les terres, à charge de s'en occuper. C'est à vrai dire les héritiers ou acquéreurs subséquents qui amorcèrent la colonisation du territoire. Voici, par ordre chronologique, l'histoire du développement des seigneuries situées au nord de Montréal. Berceau du gouvernement de Montréal et de la région laurentienne, la seigneurie de Montréal fut concédée à Jean de Lauzon en 1636, qui sont départis en 1642 au profit de la Société de Notre-Dame, et plus tard, en 1663, la seigneurie fut octroyée au séminaire de Saint-Sulpice de Paris. En fait, les Sulpiciens sont les troisièmes des groupes de religieux qui s'amènent ici, toujours dans l'esprit de la réforme et de convertir les Amérindiens. Ils s'amènent donc après les Récollets et les Jésuites, mais eux, ils deviennent des gens d'affaires, ils deviennent des grands propriétaires, parce qu'il va y avoir des concessions territoriales. Ils vont même hériter de la juridiction de l'île de Montréal. Et ils vont essaimer un petit peu partout à Senneville et également là où est cette église qui se tient encore debout, à Huntsic, notamment le Sceau, au Récollet. Et ils vont œuvrer dans l'éducation. Au moment où je vous parle, je me trouve sur une terre de la Nouvelle-France et sur les terrains des Sulpiciens. Quand on a construit en banlieue de Montréal, donc du petit Montréal de Maisonneuve, près de la place d'Armes, la Pointe-à-Calière, on construit un petit fort qu'on appelle le fort de la Montagne. Et là, on va essayer d'étendre, en tout cas, l'éducation des Amérindiens par le biais de l'enseignement. Alors, ils vont être des gens très importants dans le développement de l'histoire, mais ils sont aussi des gens d'affaires. Et là, il va y avoir des tractations ou des échanges de terrain, je suppose, quand on décide d'avoir, par exemple, des Amérindiens qui débordent dans leur population. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on s'est vengé pour le massacre de la Chine, les curés accompagnaient l'armée de Frontenac. On ramenait des Amérindiens, des Iroquois notamment, pour les convertir, les rendre catholiques, s'établissent à la Prairie. De la Prairie, ils vont aller au Sault-Saint-Louis, qui devient Kanawake. Et puis ils débordent, ils vont même aller par la suite aussi à Oka. Mais là, ils héritent d'un territoire et non d'une réserve. Et Oka, ben, on dit que c'est justement les Sulpiciens qui leur cèdent ce terrain-là. Est-ce qu'ils leur prêtent? Est-ce qu'ils leur donnent? Ça, c'est une question de 64 000 $.